Donc, on va passer maintenant au thème suivant et on va maintenant laisser la parole à Madame Tivnas, qui est responsable du pôle social au syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et qui va donc intervenir sur la thématique impact de la crise sanitaire sur l'insertion et les formations professionnelles. Donc, si Madame Tivnas est là, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous Bonjour, et à merci. toutes. Je vous remercie à vous de m'avoir invité pour participer à cet après-midi dédié au tourisme. Est-ce que je peux partager mon écran ou alors c'est vous qui partagez ma présentation? On peut normalement vous la partager aussi, c'est comme vous... Alors, je préfère la partager moi-même si ça Oui, vous dérange pas, comme ça je peux passer mes slides. Normalement, vous pouvez, oui. Alors, j'aurai besoin des droits, du coup, pour le partage. Je vais essayer, alors attendez. Je pense que M. Slislem doit départager son écran pour pouvoir... Oui, il doit départager l'écran pour pouvoir que quelqu'un d'autre puisse partager le sien. Voilà. Super. Excusez-moi, c'est bon, c'est fait. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Allô, allô? On le voit très bien. Oui. On voit très bien. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Donc, parfait. Donc, je me représente. Donc, je suis Artémis Stevenaz. Je suis chargée, je suis responsable du pôle juridique et social au le syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Et je vais vous parler aujourd'hui de économique et sociale sur l'insertion professionnelle dans ma branche d'activité et sur les possibilités de développement de parcours de certification et de formation professionnelle. Donc, pour cette présentation, je vais échanger avec vous sur 3 points. D'abord, je vais prendre le temps de vous présenter ma branche d'activité. Vous le verrez, présente des spécificités assez de s'y intéresser. Ensuite, je vous parlerai du rôle d'une organisation professionnelle et notamment d'un syndicat dans la gestion de la crise. Puis, je vous parlerai de la crise qui a découvert des nouvelles perspectives en termes de développement de la formation professionnelle pour un secteur d'activité complet. Donc, tout d'abord, le SNELAC. Le SNELAC, c'est un syndicat professionnel et patronal donc qui défend les droits des entreprises qui, au sein d'un secteur d'activité, secteur défini par notre champ conventionnel, le titre 1 de notre champ conventionnel. Vous avez un pôle administratif qui s'occupe quotidienne, etc. Vous avez un pôle communication qui permet de relier Il y a des petits soucis de réseau. Si jamais ça vous arrange de couper votre caméra pour qu'on puisse peut-être mieux vous entendre et que ça rétablisse la connexion. On ne vous entend pas très bien. Ah, oui. OK. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, pour l'instant, on vous entend. Allez-y. Allô? Vous nous entendez? Alors, donc, oui, je vous entends. Bon, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a encore des problèmes de connexion. J'ai coupé ma caméra. Donc, oui, je vous disais que donc, le SNELAC est divisé en 4 pôles d'activité. Donc, je vous ai parlé du pôle administratif, le pôle communication qui est très important pour relayer l'information aux entreprises via des newsletters, un site internet, des réseaux sociaux, etc. On a un pôle exploitation qui s'occupe principalement de créer un réseau parmi les entreprises adhérentes et les professionnels de l'activité des différents segments d'activité qui sont représentés au sein de notre syndicat. Ça permet par exemple d'organiser ce qu'on appelle nous des commissions d'exploitation
pour réunir donc, les professionnels autour de sujets dédiés. Donc, vous avez par exemple la commission attraction et sécurité, où des responsables sécurité de diverses entreprises peuvent échanger sur voilà, les problématiques de sécurité ou techniques qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Ce pôle a aussi développé un label de responsabilité sociale et environnementale qui s'appelle le label divertissement durable sur le modèle du label Green Globe. Je ne sais pas si vous connaissez ce label. Donc voilà, un certain nombre d'actions. Et vous avez le pôle dont j'ai la charge, qui est le pôle juridique et social du SNELAC, qui a 2 casquettes. Donc, une première casquette qui est liée à un des objectifs du syndicat, qui est la professionnalisation de l'activité. Donc, c'est important pour nous d'accompagner et de soutenir les entreprises qui sont adhérentes à notre syndicat. Et moi, en cela, je vais amener d'accompagnement sur de la vulgarisation juridique, un accompagnement ressources humaines et un accompagnement sur des explications de textes de droit et notamment de la convention collective. Et la deuxième casquette du pôle juridique et social, donc, c'est la présidence de la branche professionnelle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, dont le SNELAC est le syndicat employeur majoritairement représentatif. De mémoire, on est représentatif à plus de 83%. Donc, je ne sais pas si vous faites un petit peu de droit au sein de votre master, mais pour faire simple, lorsqu'on travaille en France, tous les salariés sont soumis au Code du travail, puis les règles du Code du travail sont adaptées à différents secteurs d'activité qui sont séparés en branches professionnelles. Parce que quelqu'un qui travaille dans une boulangerie et qui se lève à 4 heures du matin n'a pas les mêmes conditions de travail que quelqu'un qui fait 9h, 18h dans un bureau. Donc, on adapte la loi et on essaie d'être mieux disant que la loi pour permettre de meilleures conditions de travail à différents secteurs d'activité en prenant en compte leurs spécificités. Donc, le SNELAC est en ce moment la présidence de cette branche professionnelle. Donc aux côtés de 2 autres syndicats employeurs et de 5 syndicats de salariés, donc la CGT, Force ouvrière, des syndicats que vous connaissez parce qu'ils sont représentatifs au niveau national. Je précise, dernière précision sur ce point, que notre syndicat n'est pas une association, nous sommes un syndicat loi Waldeck-Rousseau, et que nous ne dépendons pas du MEDEF, qui est le syndicat le plus connu au niveau France pour la représentation des entreprises. Nous conservons une indépendance, on va dire, quasi totale vis-à-vis d'autres syndicats. Ça va, vous m'entendez toujours bien? Oui, parfait, on vous entend très bien. Bon, très bien, je continue. Alors, pour continuer, pour vous présenter cette branche professionnelle, il me paraît important donc, de rappeler que c'est une petite grosse branche. En fait, elle représente à peu près 50 000 salariés qui sont répartis dans un peu plus de 3 000 entreprises qui sont présentes sur l'ensemble du territoire français. Donc nous, quand on s'adresse au pouvoir public, on parle d'autres secteurs d'activité, comme par exemple je ne sais pas, la branche des remontées mécaniques, par exemple, les pistes de ski, qui vont du coup être essentiellement présentes dans des zones montagneuses. Nos entreprises sont présentes vraiment dans toute la France, dans des zones rurales, dans des bassins d'emploi un petit peu plus fragiles ou en tension. Là, je vous ai mis quelques logos d'entreprises que vous connaissez peut-être. Par exemple, le Zoo de la Flèche est dans le département de la Sarthe, qui est on pourrait qualifier d'un bassin d'emploi un peu fragile, alors que vous avez Disneyland Paris, que vous connaissez, je pense, tous, qui, lui, est présent en grande couronne parisienne. Donc, on a vraiment une présence de notre branche professionnelle à travers toute la France. Cette branche, c'est 90% de très petites entreprises, principalement familiales. Et les 10% restants, nous, on parle d'un top 20 de majors du secteur, Disneyland Paris. Je vous ai cité une société cotée en bourse, la Compagnie des Alpes, qui est justement à cheval entre 2 conventions collectives, puisqu'elle elle a des sites, des parcs d'attractions
comme le parc Astérix ou le Futuroscope, qui dépendent de notre convention collective ELAC, espace de loisirs d'attraction culturelle, mais elle dépend aussi de la convention des remontées mécaniques, puisqu'elle gère plusieurs pistes de ski. Donc, pour vous présenter un petit peu le côté hétéroclite des entreprises qui composent cette branche, donc nous avons des parcs d'attractions, mais aussi des parcs animaliers, donc, comme le Zoo de la Flèche ou le PAL qui est dans l'Allier, qui est un parc d'attractions et à la fois un parc animalier. J'ai cité aussi le Puy du Fou, qui n'est pas vraiment un parc d'attractions, puisque l'offre de visite n'est pas liée aux attractions, mais c'est un parc sur le thème de l'histoire de tour de spectacle. Vous avez également Micropolis, qui est un parc ludopédagogique. Donc, c'est un site qui est dédié aux insectes, qui a une vocation un peu plus scientifique pour présenter et vulgariser un petit peu le monde scientifique autour des insectes, pour le présenter justement à un public familial. J'ai cité aussi les escape games, aussi pour représenter les parcs, les sites de loisirs qui sont présents en ville. Donc, par exemple, Get Out, peut-être connaissez-vous ce groupe d'escape games qui est réparti en plusieurs établissements. Il y en a à Lille, il y en a à Rennes, il y en a un petit peu partout en France, donc le concept d'escape game. Il y a aussi une grande dimension culturelle dans cette branche. Donc, je vous ai cité l'Atelier des Lumières, qui fait partie du groupe Culture Espace. C'est un groupe qui a vocation à présenter de manière différente l'art pour présenter un parcours qui change un petit peu du parcours traditionnel qu'on peut avoir dans un musée. Là, pour vous présenter rapidement l'Atelier des Lumières, vous êtes plongé en immersion dans les œuvres d'art, puisque les tableaux sont projetés autour de vous avec des jeux de lumière et de musique. Donc là, c'est un site culturel. Quelque chose de plus traditionnel, ce qu'on va appeler nous un site muséal, donc voilà, il y a beaucoup de segments d'activités très différents, aussi pour la demeure historique qui représente 3200 châteaux et musées privés en France, est adhérente aussi à notre syndicat. Voilà, pour vous présenter encore la branche, mais sur un côté plutôt, pour présenter le modèle économique et social et le modèle social de cette branche professionnelle. D'abord, il y a un modèle économique qui est à la fois diversifié et rentable, puisqu'il est basé, aider à mieux comprendre, moi j'aime bien parler de parcours du visiteur. Donc, vous allez avoir un modèle économique au début où vous entrez dans le parc, où vous avez la billetterie, puis un point de restauration avec soit des restaurants, comme on peut l'entendre dans d'autres secteurs d'activité, soit des points de petite restauration avec du snacking. Ensuite, vous avez une vente de produits dérivés, quand vous souhaitez acheter un souvenir, une peluche en quittant un lieu de loisir ou un lieu culturel. Et maintenant, il y a une offre d'hébergement qui se développe de plus en plus depuis quelques années au sein des sites de loisirs, d'attractions culturelles. Je vous parlais du parc du PAL ou du Zoo de la Flèche. Les parcs animaliers développent beaucoup de nouvelles expériences d'hébergement. Par exemple, si vous allez au PAL, vous pouvez passer la nuit dans ce qu'on appelle une lodge, donc une chambre d'hôtel assez luxueuse dans une cabane sur pilotis, où vous allez vous réveiller le matin avec une petite terrasse, vous allez avoir vue sur la plaine africaine avec les zèbres qui se lèvent en même temps que vous, et alors que vous êtes dans l'Allier. Donc, il y a toute une dimension immersive qui est assez intéressante, qui permet de créer de l'émotion et même à travers quelque chose qui peut paraître assez classique comme la billetterie, de la restauration, de l'hébergement. Mais ce qui est important à retenir, c'est que vous rentrez dans un environnement thématisé, vous laissez de côté votre quotidien et vous êtes vraiment plongé dans un nouvel endroit pour vivre des émotions. Donc, ce modèle économique fonctionne très bien, en tout cas jusqu'en 2019. Après, il y a eu la crise, mais je pense que ça a mis un coup d'arrêt, pas uniquement à notre secteur d'activité et de ces entreprises. Donc, les deux piliers de ce modèle social, c'est la saisonnalité, je vais y revenir un petit peu plus tard, et la polycompétence. Je parlais du modèle économique qui est basé sur le parcours du visiteur. En général, pour les entreprises, donc avec une majorité de très petites entreprises, de TPE, vous n'allez pas rester
un poste fixe, par exemple, vous n'allez pas rester, si vous êtes embauché à la caisse, en général, vous n'allez pas rester à la caisse de toute votre journée. Vous allez suivre le parcours du visiteur. Donc, au début de journée, vous serez à la billetterie. Ensuite, vers midi, vous passez à la boutique pour vendre des produits. Donc, il y a une notion de polycompétence qui est très recherchée et aussi une certaine notion d'autonomie. Bien évidemment, c'est à mettre en considération avec la taille de l'entreprise. Quand vous allez travailler au Futuroscope ou au Parc Astérix, vous allez certainement être attaché à une seule fonction par rapport à votre poste. Mais quand vous travaillez dans une très petite entreprise où il y a une dizaine de salariés, on va y avoir une véritable notion de polycompétence qui est à prendre en compte. Donc, voilà, je vous ai noté 7 familles de métiers, 120 fiches métiers. Il y a énormément de compétences recherchées pour travailler dans un site de loisirs, un parc d'attractions, un site culturel, puisque justement, comme vous êtes dans un environnement clos et thématisé, vous allez plonger dans ce lieu qui normalement devrait être générateur d'émotions pour vous, vos amis et votre famille. Donc, pour revenir sur le modèle saisonnier de ce secteur d'activité, c'est quelque chose qui est très important, notamment quand on réfléchit à l'emploi-formation de ce en quoi peut interférer la branche professionnelle. C'est que la majorité des exploitations, des entreprises, n'ouvrent leurs portes au public que 8 mois par an. Donc, de temps en temps, un peu plus, un petit peu moins. Mais en tout cas, l'ensemble des entreprises connaît un pic d'activité au mois de juillet et d'août. C'est 80% du chiffre d'affaires annuel de ces entreprises qui est réalisé durant cette période. Il ne faut absolument pas louper le coche quand on est exploitant d'un site de loisirs, parce que même si, comme par exemple Disneyland Paris, vous êtes ouvert toute l'année, il y aura toujours un pic d'activité très important en juillet et en août. Et par exemple, pour une entreprise, une TPE familiale, vous allez avoir 2, 3, 4 salariés qui font partie de l'effectif permanent de l'entreprise, donc en général rattachés à des postes de back-office, d'administration, de direction ou de maintenance. Et ces entreprises vont doubler, voire tripler leur effectif pour répondre aux fluctuations des visiteurs et à ce pic d'activité au mois de juillet et d'août, et à étaler bien sûr sur toute la durée de la saison et de l'ouverture au public de ces entreprises. Donc on constate un recours massif aux contrats à durée déterminée qui sont généralement conclus pour un motif saisonnier. Donc, je rappelle toujours que le contrat de travail normal, c'est le CDI, contrat à durée indéterminée, et que tout ce qui n'est pas CDI est exception. Donc, pour conclure un contrat à durée déterminée, il faut qu'il y ait un motif qui soit reconnu par la loi. Donc, nous, les entreprises utilisent majoritairement le recours au CDD pour motif de la saison. Donc, ce sont des périodes d'activité qui sont amenées à se répéter chaque année. Donc, il y a plus de 80% de CDD qui sont conclus chaque année pour faire vivre l'activité en haute saison. Donc, on a un besoin d'effectifs constants sur tous les métiers opérationnels, puisque le cœur de métier de cette branche professionnelle, de ces entreprises, c'est l'accueil. La restauration, l'hôtellerie, les services marchands, ce sont surtout des métiers opérationnels. L'avantage, c'est que ces métiers sont accessibles avec de moindres conditions d'expérience et de diplôme. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire. Il y a forcément des conditions de savoir-être, d'ouverture d'esprit et de motivation, puisque comme on est un métier, comme notre cœur de métier, c'est l'accueil, en tant qu'opérateur d'accueil saisonnier dans un parc d'attractions, vous vendez l'image de l'entreprise et vous faites partie de cette expérience immersive pour le visiteur. Donc, c'est très important d'avoir certaines compétences de savoir-être. Et quand vous allez, par exemple, au Puy du Fou, tous les opérateurs d'accueil ont un sourire impeccable et ils sont tous très heureux, je pense, de travailler là-bas. Et l'avantage, c'est que ça permet l'insertion dans l'emploi de publics, ce qu'on va appeler des publics sans formation initiale, puisqu'il n'y a
pas ou peu de formation initiale pour accéder à des emplois sur les métiers opérationnels au sein de ces entreprises. Ça permet aussi l'insertion dans l'emploi de publics fragiles, si dans une démarche de compétences nécessaires pour pourvoir un besoin d'emploi. Pour vous donner un exemple pour illustrer un peu ce que je dis, longue durée, qui initialement était mécanicien automobile. Si vous raisonnez en offre d'emploi en lui disant tiens, vous pouvez, on a un poste à pourvoir au parc Astérix, lui, il ne va pas se sentir concerné. En revanche, si on raisonne en termes de compétences en disant on recherche quelqu'un qui a des compétences techniques pour faire de la maintenance sur un véhicule de transport de personnes, lui, il peut se sentir concerné parce qu'au final, pour parler vulgairement du serrage de boulons ou des idées très techniques sur un véhicule de transport de personnes, moyennant une formation d'adaptation au poste de travail dans un parc de loisirs, on peut tout à fait lui proposer un poste de maintenance d'un coaster, d'un grand 8. Donc, on a la chance de travailler dans un secteur qui permet l'insertion de publics très, très large. Comme je vous le disais, on n'a pas ou peu de formation initiale, en tout cas pour ces métiers opérationnels, qui du coup représentent énormément d'offres d'emploi chaque année pendant la saison. Donc, la branche on détient la présidence et le secrétariat, accessoirement. On s'est attaché à développer l'offre de formation continue pour répondre aux besoins des compétences de ces entreprises. Donc, on a créé des certificats de qualification professionnelle pour permettre justement à la fois aux entreprises d'avoir une certaine garantie en termes de compétences pour les personnes qui peuvent venir travailler en tant que saisonniers. Donc, plutôt que de prendre quelqu'un, vous pouvez aussi choisir quelqu'un qui est détenteur d'une certification qui a été créée par et pour les entreprises, du coup, pour répondre à leurs besoins opérationnels. Ça permet aussi de donner une certification que le salarié, que la personne va détenir à vie, une certification qui est reconnue soit au niveau de la branche, donc dans le secteur d'activité, soit au niveau de l'État, si elle est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP. Donc, l'avantage, c'est que ces CQP, ces certificats de qualification professionnelle, sont reconnus. Vous pouvez embaucher un saisonnier qui n'a pas le bac. Si vous le formez et qu'il arrive et que sa formation est sanctionnée par l'obtention du CQP et que le CQP est positionné au niveau, je ne sais pas, une certification qui veut de développement de cette offre de formation continue pour la branche professionnelle. Donc, je vais vous parler aussi du calendrier prévisionnel de ce qu'on voulait faire au niveau justement de ce développement de formation continue dans notre branche professionnelle. Donc, ça a toujours été un enjeu assez important pour la branche et pour les organisations syndicales et employeurs qui travaillent au sein de notre branche professionnelle. Donc, je reprends la genèse, la création de notre convention collective qui a été créée en 1994. Puis 1996, il y a une création régulière de certificats de qualification professionnelle et de formation continue avec une offre qu'on essaie de maintenir au maximum en lien avec les besoins opérationnels des entreprises. Ensuite, je vous ai noté aussi qu'en 2016, on a mis en place, donc là, il s'agit vraiment du SNELAC, un dispositif unique de préparation opérationnelle à l'emploi, donc en partenariat avec Pôle emploi et avec l'AFDAS. Donc l'AFDAS, pour vous le présenter brièvement, c'est un OPCO, un opérateur de compétences, qui réunit une quarantaine de branches de la filière tourisme et divertissement,
Un OPCO, en fait, c'est l'institution qui va collecter et réunir la taxe sur l'apprentissage et la collecte des fonds de la formation professionnelle. Donc, ça permet de mutualiser ces coûts. Et lorsque vous, entreprise ou vous, salariés, souhaitez être formés ou souhaitez bénéficier d'un accompagnement en termes de formation, vous pouvez voir votre formation financée par un organisme comme un OPCO. L'AFDA, c'est l'OPCO Donc en 2016, on avait mis en place un dispositif donc de préparation opérationnelle à l'emploi. Donc là, ça avait eu lieu au parc Astérix de mémoire, où on avait sélectionné, enfin déjà on était parti des besoins en emploi au parc Astérix. Donc ils avaient besoin de tel nombre de personnes en opérateur d'attraction, de tel nombre de personnes en maintenance, etc. Ensuite, on a demandé à Pôle emploi pour ce projet, donc en identifiant la motivation, les compétences, etc. Et ensuite, on a mis en place une formation dédiée à la fois au profil des demandeurs d'emploi et aux besoins en termes d'emploi et de compétences du parc Astérix. Et on a mis en place une formation directement au parc Astérix, donc qui valait aussi un petit peu adaptation au poste de travail. Et il y avait 119 demandeurs d'emploi qui étaient concernés par ce projet. Et ensuite, ça a permis de former directement des personnes pour les réinsérer dans l'emploi avec un CDD, voire un CDI à l'issue de cette formation sur mesure, entre guillemets. Donc ça, c'est ce type de projet, on essaie de le remonter régulièrement. C'est assez difficile à monter. Là, c'était vraiment quelque chose d'unique, un peu one-shot. Mais on essaie de le développer après au niveau régional, voire national. Et bon, c'est toujours compliqué à monter parce qu'il faut faire le lien entre plusieurs institutions et envers les entreprises qui n'ont pas forcément le même dialogue ni les mêmes gains dans ce genre de projet. Mais on essaie de les encadrer. Donc ensuite, en 2018, est arrivée la réforme de la formation professionnelle. En réalité, c'est une réforme qui a eu lieu en 3 actes avec 3 grandes lois en 2014, 2016 et 2018. Et 2018, ça a vraiment terminé ces grands enjeux de formation. Ça a permis notamment d'élargir l'offre de formation en incluant la reconnaissance des formations à distance, une ouverture au numérique, une plus grande place aux formations en alternance. Enfin, ça a vraiment ouvert les champs de la formation professionnelle. Et ça a aussi créé une agence qui s'appelle France Compétences, qui est chargée de contrôler et d'assurer l'accompagnement des certificateurs pour créer et déposer des certifications professionnelles. Donc, je vous parlais tout à l'heure de nos CQP, nos certificats de qualification professionnelle de branche. Depuis le 1er janvier 2019, il y a cette agence France Compétences qui est chargée justement de contrôler et de suivre un petit peu tout ce qui touche à l'administration et à la qualité des formations et des certifications qui doivent être déposées. Du coup, fort de tous ces événements et toujours de ces enjeux, on se disait qu'en tant que branche professionnelle et que syndicat, on avait une place importante à prendre dans cette offre de formation continue pour toujours dans l'idée d'accompagner les entreprises, etc. Donc, on voulait procéder en 2 ans, donc 2019, 2020, voire 2021, pour un projet vraiment, de réviser les accords liés à la formation professionnelle, donc à son organisation et à son financement au sein de notre convention collective, en toilettant les certifications existantes, en vérifiant que tout était toujours bien lié aux besoins opérationnels des entreprises, et voilà, d'essayer de rentrer en conformité avec notamment les demandes de France Compétences. Mais en 2020, la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à ce type de réjouissant programme. Et le problème, c'est que tout ce qu'on voulait faire, du coup, au niveau moyen-long terme, développement de formation, etc., en fait, on a dû le reporter plus tard, voire beaucoup plus tard, parce qu'il a fallu gérer la crise. Et pour gérer la crise, il y a le côté branche dont je vais revenir. Il y a surtout le côté SNELAC, le côté
syndicat dans son rôle pour défendre les intérêts des entreprises, notamment auprès des pouvoirs publics. Et loisirs, les lieux d'activité, de sortie, etc., ont été fermés quasiment du jour au lendemain et pendant une période assez longue. Et période qui a failli correspondre, du moins en 2020, à la période dont je vous parlais, le pic d'activité de saison, où 80% du chiffre d'affaires annuel des entreprises dans mon secteur professionnel est réalisé. Donc, c'est quelque chose qui était assez compliqué. Donc, pour gérer la crise sanitaire, le SNELAC a beaucoup travaillé avec le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, parfois directement avec l'Élysée, le Premier ministre et le ministère de la Santé. Donc, pour gérer la crise sanitaire en 2020 et en 2021, le mot est faible, le texte législatif et réglementaire était à 4 heures du matin, qui était mention évidente sur notre place en tant que site de loisirs, parce qu'on parlait beaucoup de la restauration, on parlait beaucoup de l'événementiel ou de d'autres segments d'activité qui nous n'étions pas tellement compris dedans. Donc, c'était assez compliqué. Il a fallu aussi défendre nos intérêts et faire reconnaître la réalité maximum de dispositions économiques et sociales, à commencer par la réouverture le plus rapidement possible de nos entreprises et aussi un certain nombre d'aides économiques qui nous ont été accordées. Il y a aussi toute la dimension de soutien psychologique des exploitants et des équipes, puisque, encore une fois, un coup d'arrêt aussi dur, je vous parlais tout à l'heure de la composition de la branche avec des TPE essentiellement familiales, il y a plein d'entreprises qui exercent leur activité depuis de nombreuses années, de père en fils, de mère en fille. Donc, c'était très compliqué pour beaucoup d'exploitants de voir quasiment leur vie professionnelle, parfois personnelle, quand elle est étroitement liée, s'écrouler à cause de la crise sanitaire. Il y avait aussi une dimension prospective où il fallait imaginer et anticiper. SNELAC a rédigé en un temps assez record un protocole national de sécurité sanitaire qui a dû être validé paritairement donc, au sein de la branche professionnelle. Quand je dis paritairement, c'est-à-dire que les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales ont co-signé ce document qui a été reconsenté du ministère du Travail. Donc, il y a eu la signature en 4e vitesse du protocole de sécurité sanitaire pour notre secteur d'activité et la signature d'une nouvelle grille de rémunération minimale conventionnelle en avril 2020, donc vraiment au tout début de la crise, une négociation qui n'était pas facile. Il y a eu aussi plusieurs avenants qui ont été signés, notamment le recours au dispositif d'APLD, d'activité partielle de longue durée. Vous avez certainement entendu parler ou peut-être avez-vous vous-même été en état d'activité partielle pendant le confinement et pendant la crise sanitaire. Donc, quand vous êtes en période d'inactivité, mais que vous continuez à faire partie des effectifs de l'entreprise et votre rémunération est tout de même assurée moyennant des mesures d'aide mises en place par l'État. Donc, on a dû signer ça. Et au final, le seul avenant à la convention collective qu'on a réussi à maintenir dans notre calendrier de développement de la formation professionnelle, c'est l'avenant permettant le recours au dispositif de promotion par alternance, dans ce qu'on appelle la PROA. Et en fait, c'est ce qui devait être une simple formalité au début. En fait, on a mis beaucoup plus de temps qu'escompté pour le signer, puisqu'il y avait tellement d'autres choses à penser, à envisager, que c'était vraiment un coup d'arrêt à tout notre programme et tout notre calendrier de révision de nos accords de formation.
pendant la crise sanitaire, pour vous parler un petit peu plus de l'angle emploi-formation, et notamment du côté du SNELAC. Donc, le SNELAC, les liens avec le cabinet du Premier ministre, les différents ministères, etc., il fallait aussi donc, préparer la sortie de crise. Donc, on mène beaucoup d'études et de sondages auprès des exploitants. On essaie toujours d'être au plus près du terrain et de pas uniquement être le bureau de Paris qui du coup, n'a pas conscience de la réalité opérationnelle. On fait une petite incise sur le sujet. Je vous ai dit que je faisais beaucoup d'accompagnement en termes juridiques aux entreprises. Il faut aussi savoir s'adapter à son interlocuteur aussi quand on a des profils très, très différents. Par exemple, quand je m'adresse au DRH du jardin d'acclimatation détenu par le groupe LVMH, ça ne va pas être les mêmes formes de discours qu'avec, je ne sais pas, le responsable d'exploitation d'un parc dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Denlis Park. Ça ne va pas être les mêmes interlocuteurs. Donc là, pareil, il faut toujours essayer d'être au plus proche du terrain, notamment pour avoir des éléments tangibles à apporter aux instances gouvernementales quand il s'agit de demander des mesures d'aide, mais aussi pour toujours soutenir et défendre nos adhérents et bien comprendre leur réalité opérationnelle, d'autant plus pendant une crise sanitaire économique et sociale comme on l'a vécu. Donc, ces études et sondages, on a sorti plusieurs assez importantes de fermetures administratives, puis aux restrictions sanitaires, aux jauges, au port du masque, est-ce que oui ou non on a besoin d'un pass sanitaire, est-ce que maintenant le pass sanitaire est devenu pass vaccinal, enfin, beaucoup de difficultés sur ce point-là. Il y a une réorganisation des conditions de travail en urgence. Je vous parlais de l'activité partielle. Nous, on est un secteur d'activité, on ne peut pas mettre l'intégralité de nos salariés en activité partielle, même quand le parc est fermé. Quand vous avez un parc animalier, vous n'allez pas arrêter de nourrir et de soigner les animaux quand le parc est fermé au public. Il y a des questions de sécurité, de maintenance des attractions. Donc, on ne peut pas faire télétravailler un soigneur animalier ou le mettre en activité partielle. Donc, il a fallu continuer à terme. Il y a eu, pour les salariés qui étaient concernés par l'inactivité professionnelle, l'éloignement du télétravail, quand il a fallu retourner du coup, en pleine saison avec des gros flux de visites comme avant, beaucoup de difficultés de retour à l'emploi pour les salariés. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, nous on parle beaucoup de syndrome de la cabane. Quand on a été enfermé pendant très longtemps, coupé du monde, on n'avait pas l'occasion de sortir. Le jour où on a enfin la possibilité de ressortir, en fait, on se rend compte qu'on est très bien chez soi et ça crée des petits traumas psychologiques qu'il faut absolument traiter aussi du point de vue professionnel. Et à moyen terme, ça, c'est la grosse problématique auquel on essaie de s'atteler à répondre, à résoudre. C'est une problématique alarmante de recrutement qui concerne l'intégralité du secteur du tourisme, mais aussi nous, en termes de filière du divertissement. Donc, pour répondre du coup à ces constats court terme et moyen terme, en court terme, on a mis en quatrième vitesse, encore une fois, en place la création d'une formation intégralement à distance pour encadrer le retour à l'emploi des personnes, des effectifs permanents, mais aussi saisonniers, et des saisonniers récurrents au sein des espaces de loisirs, qui étaient intégralement financés par le Fonds national de l'emploi. Voilà, ça a permis justement d'accompagner les salariés à revenir au travail dans, j'espère, de meilleures conditions. Et il y a une réflexion globale sur l'attractivité de notre branche professionnelle pour répondre à cette problématique de recrutement. C'est vraiment de gros problèmes pour la saison 2022 et pour les saisons certainement à venir. Donc, sur cet angle, il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif qui est pro-salarié, qui normalement devrait permettre de rationaliser le système de formation continue mis en place par notre branche professionnelle pour personnes non diplômées d'accès à la certification à vie. C'est toujours le même objectif, mais
Là, il est d'autant plus important aujourd'hui parce que la réforme de la formation professionnelle a vraiment vocation à mettre la personne / le salarié au cœur du développement de ses compétences, du coup de faire en sorte que le salarié puisse accéder lui-même à la formation sans forcément devoir toujours passer par plusieurs instances, des conseillers en évolution professionnelle, etc. Mais on essaie de lui donner vraiment une réelle autonomie dans le développement de ses compétences. Il y a un objectif indéniable qui est pro-entreprise. Donc là, ça relève surtout du domaine RH, c'est simplifier l'accès à la certification, notamment pour inciter les entreprises à former leurs salariés et les fidéliser sur le long terme, etc., mais aussi à remplir leurs obligations en matière de formation, ce qui est aussi très, très important. Et il y a à répondre du coup à cette problématique de recrutement en proposant des évolutions horizontales ou verticales et attirer les candidats à rejoindre notre secteur d'activité. Donc, pour préparer la sortie de crise, toujours dans cet angle emploi-formation, la branche a aussi une place très importante puisque le SNELAC peut impulser un certain nombre d'actions, mais ce sera au niveau conventionnel que ces actions vont vraiment s'inscrire sur le long terme. Donc, il y a toujours ces idées de sensibiliser les entreprises aux bénéfices de la fidélisation des collaborateurs, notamment par l'accès simplifié et rationnel à la formation. Et il y a cette nouvelle idée de créer une marque de branche pour renforcer l'attractivité de l'intégralité de la filière. Donc, là où avant la crise, on comptait simplement toiletter, réviser, faire 2-3 petites choses sur nos référentiels de certification pour juste passer en conformité par rapport aux tous nouveaux enjeux de la réforme, là, la crise nous a fait prendre conscience qu'il fallait intégralement réviser notre système de certification, d'accès à la certification et de promotion de notre filière. Donc, l'idée, c'est de réévaluer complètement ces travaux et d'envisager une transformation profonde de tout ce système. Et il y a aussi un enjeu de mutualisation des forces de toutes les petites branches comme nous, les petites grosses branches de la filière tourisme. Je vous parlais de l'AFDAS, notre pro tout à l'heure. Grâce à l'AFDAS, ça nous permet d'avoir le contact avec plusieurs autres branches de la filière tourisme. Donc, par exemple, je travaille beaucoup avec l'hôtellerie de plein air qui représente les campings en France ou la branche des casinos, par exemple. Qui vont avoir des similitudes en termes de modèle social, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une coalition des branches du divertissement pour peser un peu plus lourd face au pouvoir public et pour pouvoir demander un certain nombre de financements pour nous aider à mettre en place tous ces projets, notamment en termes de développement de l'offre de formation continue. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à peser suffisamment lourd pour réfléchir ensemble à ce genre de projet et j'espère les réaliser. Donc, pour passer brièvement sur les méthodologies envisagées, on passe par des études d'opportunité, déjà pour regarder si les formations actuelles correspondent bien aux besoins des entreprises, la question de ces certifications. Ensuite, on compte réviser les référentiels de nos certificats de qualification existants, voire même de créer de nouvelles certifications avec des passerelles avec d'autres. France Compétences nous demande de diviser nos référentiels de formation par blocs, des blocs qu'on peut valider de manière séparée et ensemble, la qualité de ces blocs forme un certificat de qualification professionnelle, donc un titre complet qui a du coup un niveau reconnu qui peut par exemple être Bac+2, comme je vous le disais tout à l'heure. L'idée en tant que branche, c'est d'arriver à flécher des moyens de financement et de mettre en place ce système le plus simple d'accès possible pour que toutes les parties se disent qu'il y a un réel intérêt à être formé et à être certifié. Et l'intérêt aussi, c'est de reconnaître conventionnellement la certification en créant des avantages conventionnels, donc par exemple une reconnaissance en termes de rémunération pour les personnes formées. L'idée, c'est vraiment de monter un billard à plusieurs bandes pour à la fois rentrer en conformité avec ce que nous demande France Compétences,
simplifier du coup ce recours à la formation et permettre aux personnes qui sont peu ou pas diplômées ou au public fragile de se réinsérer dans l'emploi. Bref, il y aurait plein de bonnes idées et de gains pour toutes les parties concernées à envisager ces gros travaux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps imparti. Je suis à votre disposition si vous souhaitez poser quelques questions. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment très riche et très enrichissant. Vous avez bien respecté le temps en plus. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a une question? Allez-y. Allez-y, on vous laisse la parole. Merci, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, super. Je voulais poser une question puisque donc j'ai bien compris qu'il y avait des études en cours sur les besoins en formation et je voulais savoir s'il y avait voilà, déjà des retours. Moi, je suis responsable d'une antenne du CNAM en Normandie et je développe une licence chef de projet touristique, une licence professionnelle à la rentrée prochaine. Et on a à cœur évidemment de à la fois respecter les référentiels existants, mais aussi évidemment d'adapter aux besoins des entreprises. Et donc, je voulais savoir s'il y avait déjà des retours quant aux besoins des entreprises et si les contenus de formation actuels étaient satisfaisants, entre guillemets. Alors, sur les besoins opérationnels des entreprises, on est en cours de sondage pour l'instant. Donc, on n'a pas encore les résultats vraiment terrain. Ça, ce sont des études qui vont être menées vraiment au sein du SNELAC, du syndicat. Après, on a des études plutôt interbranches, notamment sur le profil des saisonniers. C'est une étude interopco entre l'AFDAS et ATCO, le l'OPCO de la branche de l'hôtellerie, café, restaurant. Et la plupart des études sont toujours en cours. De mémoire, en interbranche, on a 4 études et les premiers résultats, en fait, elles vont intervenir après la saison 2022, donc à peu près à l'automne prochain. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre quelques résultats, si vous voulez. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est s'il y a une possibilité éventuellement d'accéder aux résultats de ces études pour aussi pouvoir réfléchir à nos propres référentiels et à ce qu'on propose comme formation. Tout à fait. Bah, écoutez, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez. Après, je vous enverrai les éléments un peu quantitatifs, qualitatifs qu'on a pu réunir pour le moment. Mais oui, c'est très important d'avoir des référentiels de formation qui sont vraiment en lien avec la réalité des entreprises. D'accord. Aucun problème. Super, merci beaucoup. Merci. Oui, tout Astre sera intéressé. Je vous transmettrai les résultats des études. Oui. Oui, alors nous avons une question dans le chat de Loïsie. Alors en fait, Loisy il informe qu'au CNAM, on propose une formation DAC+1 hospitalier formant au métier de l'accueil. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Loisy, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Bon, sinon, on va poser une autre question qu'on avait, nous. Alors, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Madame Marine Loisy est ma collègue au CNAM, donc voilà, je suis Bertrand Réau, comme vous le savez depuis tout à l'heure, mais j'ai l'autre casquette que d'être président de cette association Astre, c'est que je suis aussi professeur du CNAM, donc voilà, bien évidemment, voilà, je rebondis sur les échanges qui ont eu lieu. Qui sont fort intéressants justement par rapport à ça. Et c'est vrai que toutes ces enquêtes sont particulièrement riches pour nous, puisque bien sûr, elles permettent d'alimenter nos éléments de réflexion en tant qu'opérateur de formation. Je salue au passage ma collègue de Normandie, voilà, pour la licence dont je suis responsable national. Et juste, du coup, je me permets aussi d'ajouter, parce que peut-être que du coup, voilà, les enquêtes se répondent les unes aux autres, qu'on a réalisé une enquête avec la DARES sur l'emploi et la formation dans le tourisme,
qui est disponible en ligne hein, sur le site de la DARES et donc du ministère du Travail, qui a pris une méthodologie un petit peu différente, puisque c'était une méthodologie, là pour le coup, par questionnaire et entretien sur une diversité d'acteurs pendant la crise en fait, sanitaire. Donc, voilà, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que pour déjà les membres présents ici, et puis bien évidemment pour peut-être vous aussi, hein, pour dialoguer avec les branches, hein, puisque on avait eu l'occasion de discuter il y a quelques temps avec l'AFDAS notamment, qui était venu. Donc c'est aussi des outils à partager. Voilà. Donc je peux vous mettre le lien en chat, hein, si vous voulez. Avec plaisir. Je crois même que j'ai une étude en cours et qui reprend cette étude de la DARES pour le profil des emplois saisonniers. Ça fait partie d'un des socles d'informations de base. Mais je veux bien, oui, merci beaucoup. Ben voilà, Sylvie, merci, elle a dégainé plus vite que moi. Voilà. Alors, merci Bertrand pour votre intervention et pour nous avoir communiqué le lien. Et merci également à Madame Thivena qui a fait une présentation vraiment très complète. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions supplémentaires. Vraiment, c'était très, très complet. Merci. Bon. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et n'hésitez pas, je vous transmettrai les résultats des études quand je les aurai. Avec très bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.